Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Une loi votée contre le droit de grève des greffiers a fait débat à l'Assemblée nationale. C'était donc hier, mardi 17 décembre. Que s'est-il passé et quel est l'impact justement de ce dispositif sur l'appareil judiciaire et in fine sur les usagers? Nous en parlerons justement tout à l'heure. Et aussi en seconde partie, nous ferons le point tout à l'heure de ce qui s'est passé. Alors, du café des montagnes de Mans, de l'Atiéké des lagunes et le pain baoulé déjà labellisé, voilà, Made in Côte d'Ivoire. 4 autres produits en plus sont soumis pour 2025 à labellisation. Merci de votre fidélité à ce programme. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité à ce programme. Vous êtes là tous les soirs et cela nous fait grandement plaisir. Je voudrais saluer donc nos amis ce soir qui nous accompagnent pour ce temps d'antenne. Herman, bonsoir, merci d'être là. Je voulais profiter pour féliciter la proviseure du lycée Mamie Fété de Benjaville qui a vu le niveau de ses élèves au bac l'année dernière, surtout la filière terminale D. Elle a décidé d'offrir gratuitement à toutes les élèves de terminale et de troisième des cours de renforcement jusqu'à la fin de l'année. Pour relever le niveau. Pour relever le niveau jusqu'à 4 matières qu'elle paye à ses propres frais. Donc je trouve que c'est génial. C'est extraordinaire en tout cas, c'est génial. Pascal, bonsoir. Merci bonsoir d'être là. Christelle, merci à vous. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Élisée Bouloube, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup Christelle, bonsoir. Je voudrais en tout cas saisir l'occasion pour saluer ceux qu'on appelle généralement les bras magots du ghetto, qui contrairement à ce que les gens pensent, savent comment le pays fonctionne. Moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains, vraiment, qui comprennent comment le pays fonctionne et qui comprennent le jeu des politiciens. Donc je voudrais en tout cas les saluer ce soir et puis leur dire que ils ne sont pas en marge de la société, ils font partie de la société, il faut qu'ils prennent toute leur place et qu'ils montrent qu'ils ont cette capacité-là aussi de nous faire avancer. Merci Élisée. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Très bien, merci beaucoup messieurs. Alors, les députés donc étaient en session plénière, c'était mardi 17, hier, à l'hémicycle Abidjan Plateau sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Alors, 5 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité pour certains et à la majorité pour d'autres. Mais un projet de loi a fait particulièrement débat et a attiré notre attention. Le projet de loi, donc, qui dit simplement, voilà, une loi votée contre le droit de grève des greffiers. Cela a fait débat. Élisée Bouloube, avec vous, on a un point de situation. Que s'est-il passé justement sur ce projet particulier, Élisée? D'accord, ok. Déjà, il faut retenir que le garde des Sceaux était à l'Assemblée nationale pour présenter 5 projets de loi. Voilà, et donc, sur les 5 projets de loi, il y a ce projet de loi-là qui concerne l'organisation des juridictions. Et dans ce projet de loi, il y a un point spécifiquement, bon, je dirais, concernant, je ne dirais pas concernant les greffiers, mais concernant l'organisation de ces juridictions-là. Tout à fait. Et dans cette organisation des juridictions, en conformité avec une loi qui avait été prise déjà le 27 décembre 2018, et qui consacrait d'ailleurs la possibilité pour les juridictions de pouvoir recourir à des greffiers ad hoc. Parce que ce qu'il faut comprendre dans l'histoire, c'est que selon l'article 185, la magistrature, les magistrats n'ont pas le droit de grève. Tout à fait. Donc ils sont censés faire courir les juridictions, les faire fonctionner. Mais voilà que les magistrats, dans le siège, ne siègent pas seuls. Il y a d'autres qui sont avec eux. Donc on ne peut pas ouvrir un procès ou bien ouvrir une affaire si le juge étant là, exemple, le procureur étant là et que le greffier n'est pas là. Parce qu'il faut que le greffier aussi, il a son rôle à jouer dans la juridiction. Maintenant, si ceux qui sont les juges, eux, ont le droit de ne pas faire grève, c'est-à-dire qu'ils doivent toujours faire continuer. Grève, voilà, non, ils ne doivent pas faire grève, ils doivent tous continuer. Comment ils continuent l'activité si dans ce lot-là, dans le lot de ceux qui fonctionnent, il y a des gens qui font grève? Voilà ce que les gens veulent réparer. Donc, principalement les greffiers. Les greffiers. Donc, c'est ce qu'ils veulent. Parce que dans une juridiction, je vais l'expliquer rapidement, il y a une seule personne qui est en réalité indépendante. C'est le magistrat. Le procureur n'est pas indépendant. Le procureur, il est à charge. Il représente le ministère public. Donc, quand il vient, il a déjà une position prise. Voilà pourquoi, dans les délibérés, vous ne verrez jamais un procureur décider avec les juges. Le procureur, il fait son réquisitoire et puis il disparaît de la scène. Et c'est au juge maintenant qui est lui censé être l'élément indépendant de la cour de décider s'il y a condamnation ou il n'y a pas de condamnation. Donc, c'est lui la seule personne indépendante. Le greffier, lui, son rôle,
c'est de prendre note. Excusez-moi de sortir ça rapidement pour que tout le monde voie un peu La à quoi sert le définition, greffier. bien sûr, d'un Les greffier. missions du greffier prévient les différentes parties des dates d'audience et de clôture. Prend note du déroulement des débats, rédige les procès-verbaux et met en forme les décisions. Sa signature sur un jugement est indispensable pour que celui-ci ait valeur d'acte authentique. C'est-à-dire quand on finit, quand le juge a fini de dire tu es condamné, tu n'es pas condamné, l'acte, là, quand il finit de faire le procès-verbal, il signe. Donc sa signature en bas donne une authenticité à la décision qui a été prise. Donc il a un rôle important. Mais c'est là que se limite son rôle. Donc la loi vient dire quoi? La loi dit, vous avez le droit de grève parce que vous êtes des fonctionnaires. Donc vous pouvez faire grève. Mais voilà que dans le dispositif, il y a les magistrats qui, eux, n'ont pas le droit de faire grève. Donc eux ont l'obligation de faire courir les sessions. Et comme c'est une chaîne pratiquement. Comme c'est une chaîne, si vous estimez à un moment donné que pour des raisons corporatistes, vous voulez faire grève, vous pouvez aller en grève, il n'y a pas de problème. Mais comme la justice ne peut pas s'arrêter à cause de vous, parce que les magistrats, eux, n'ont pas le droit de faire grève, eux décident de suivre donc les sessions, on leur permet d'avoir des greffiers ad hoc. Mais ces greffiers ad hoc là, l'idée est partie depuis 2018. Alors, comme je l'ai dit, le 17 décembre 2018, il y a une loi qui a été prise qui donnait la possibilité aux magistrats désormais de recourir à des greffiers ad hoc. Mais ces greffiers ad hoc là, on ne les prend pas n'importe comment. C'est des commissaires de justice, ceux qu'on appelait à l'époque huissiers de justice, qui déjà même sont dans les tribunaux. Parce que pour ceux qui sont déjà arrivés dans les tribunaux, vous voyez le greffier là, pardon, quand vous rentrez, en face de vous, vous avez les juges, à gauche, vous avez le procureur, à droite, vous avez le greffier, mais dans la salle, parfois vous avez vu quelqu'un qui est habillé en noir comme le greffier, mais qui circule dans la salle. C'est le commissaire de justice, celui qu'on appelait huissier. Donc il est déjà dans le tribunal. Donc on se dit, comme il y a la possibilité pour les greffiers de faire grève, ils peuvent partir en grève, pas de problème. Mais ils seront remplacés. On ne peut pas entamer le droit du justiciable que nous sommes, nous citoyens, qui avons besoin que la justice nous fasse droit, ou bien il traite notre affaire, qu'on puisse arrêter parce que les greffiers sont allés en grève. Donc on saisit ces commissaires de justice-là qui, eux, peuvent maintenant permettre de continuer la procédure. Voilà, en fait, le principe qui a sous-tendu la proposition de cette loi-là, en fait, qui a été votée. Quand on finit de dire ça, Élisée, j'aimerais maintenant avoir votre commentaire. Pourquoi, selon vous, ce projet a suscité autant de débats au niveau de l'opposition? Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, Élisée. Oui, mais parce que, comme je l'ai dit, l'argument qui a été avancé... Là, votre point de vue maintenant. Oui, bon, mon point, je vais y arriver. Je vais dire que l'argument qui a été avancé, c'est le fait qu'il y a une certaine ostracisation d'une corporation. Mais moi, je veux pousser la réflexion un peu plus loin. La complexité de la juridiction nous amène à regarder la chose avec un peu de recul. C'est-à-dire? On est dans un système où il y a des gens qui n'ont pas le droit de faire la grève, pendant qu'il y a d'autres qui, eux, au regard de leur statut, ont la possibilité de faire la grève. Oui. Comment on coupe la poire en deux pour trouver le juste milieu? Parce que, in fine, le service qu'ils font là, c'est un service public. Donc, c'est un service qui est destiné à vous et à moi. Nous, on a droit d'être des justiciables. Donc, on a droit à ce que la justice s'occupe de nos projets, de nos affaires. Donc, si dans le lot, il y a un qui peut faire grève, un autre ne peut pas faire grève, alors que nous, on doit avoir nos affaires qui doivent être réglées, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que la poire a été coupée en deux ici. On ne vous dit pas, et puis encore, la loi poursuit, pour être plus clair. On dit quoi? On ne peut pas recourir à un commissaire de justice, c'est-à-dire qu'à un greffier ad hoc, tant qu'il y a un greffier qui est en fonction, qui est en service. Ça ne peut avoir lieu que dès l'instant qu'un greffier n'est pas en fonction, n'est pas en service ou refuse de faire le service. Donc c'est vraiment clair. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir le greffier là, et puis le juge va décider de mettre le greffier de côté et puis faire appel à un commissaire de justice. Donc pour moi, la poire est coupée en deux. Logiquement, si on n'est pas passionné, si on n'est pas emporté par une volonté forcément de trouver la petite bête, avec un peu de recul et de calme, on peut comprendre aisément que c'est une décision quand même qui semble être rationnelle à mon avis. Merci Élisée. Alors quand on a expliqué ceci, Herman, quel est votre postulat? Comment est-ce que vous appréciez donc, in fine, cette décision? Moi, d'abord, j'estime que ce projet de loi qui est déjà adopté par la petite chambre, qui va monter maintenant à la haute chambre, je trouve qu'elle restreint la liberté d'expression ou même de travail des greffiers. Comment cela, oui. Vous savez bien, je vais revenir sur l'exemple qu'a donné le professeur Gikawe lors des débats. Il a dit lorsqu'il était ministre de la Santé, il a été confronté à une grève dure des agents de santé, notamment les médecins. Et à ce niveau-là, il ne pouvait pas remplacer, substituer les médecins par des infirmiers. Vous savez bien que lorsqu'on introduit
des termes comme ça dans une organisation de juridiction de greffier ad hoc et qu'on prend des substituts, des huissiers qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas été formés pour être des greffiers. Élisée l'a donné tout à l'heure, je ne sais pas s'il avait vu la difficulté du travail de greffier. C'est lui qui fait les notes, c'est lui un peu comme le témoin légal de toute la procédure. Bien sûr. On ne peut pas parce que... il maintient il empêche une certaine envie du magistrat à vouloir faire modifier les différentes procédures, le primitif, ce qu'on appelle le primitif, c'est ce qui tient, les cahiers dans lesquels il consigne toutes ces notes. Donc c'est lui qui est le garant légal après la décision du magistrat, c'est lui qui est le garant légal pour acter cette décision. On ne peut pas, parce qu'il a son droit de grève et parce qu'il se met en grève, substituer son travail par des personnes qui ne sont pas outillées pour ça. Il faut le dire. Et quelqu'un qui est un commissaire de justice n'est pas forcément un greffier qui doit tenir les différents cahiers au niveau des procédures. Donc moi je trouve qu'il ne faudrait pas... Et qu'est-ce que les députés ont demandé? Ils ont demandé juste, les députés de l'opposition, de l'ensemble des partis politiques de l'opposition, ils ont demandé juste un peu plus de temps pour examiner, surtout que la question est sensible. On vote une loi à la va-vite. Et c'est pourquoi ils estiment que c'est inquiétant. Selon vous, pourquoi ils demandaient un peu plus de temps, justement? Un peu plus de temps, puisque aujourd'hui, c'est quoi? C'est le mécanisme pour trouver, si ils sont, Élisée l'a dit, par exemple, les magistrats, eux, ils n'ont pas le droit de faire de la grève. Bien sûr. Les greffiers, qui sont des travailleurs, ont le droit de faire la grève. Or, leur absence, ça bloque aussi le dispositif judiciaire. Donc, il faut trouver du temps pour trouver les mécanismes pour dire, par exemple, qu'on peut faire du service minimum. Demander aux greffiers, par exemple, de faire du service minimum. Et ça, certains avocats de l'opposition l'ont proposé, de certains groupes, d'autres groupes parlementaires l'ont proposé. On peut faire du service minimum, organiser cela. Est-ce que parce que le médecin, il est en grève, alors on trouve un infirmier pour le remplacer? Voici les questions qu'on peut se poser. Même le magistrat, imaginons un seul instant qu'il avait le droit de grève. Parce qu'il, lui, ne peut pas, il est en train de faire sa grève, on trouve un greffier pour le remplacer dans sa fonction de magistrat. C'est non-sens. Donc voilà ces dispositions qui sont un peu... ce projet de loi-là, s'il est voté finalement, ça va créer un précédent au niveau des juridictions. Daoud, à votre point de vue, justement, en même temps, quand on dit le service minimum ne réduit-il pas, Armand, justement, la qualité du service que l'usager devrait avoir? Puisque c'est 24 heures, même pas 24 heures, mais le service minimum, combien de temps? En même temps, ça ne pourrait pas retarder le travail, selon vous? Mais lorsque, par exemple, les médecins sont en grève, il y a certains qui sont forcément astreints à rester, qui restent pour continuer le service minimum. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il faut trouver le mécanisme pour faire en sorte que les greffiers qui sont en grève, qu'il y ait un service minimum qu'ils effectuent parce qu'on a besoin d'eux pour continuer le travail. Mais pour qu'on comprenne qu'ils ont leur droit de grève et que ça n'empêche pas aussi leur fonction. Voilà. Daoud, à votre point de vue, justement, sur ce projet de loi? Je suis un peu embêté, Christelle. Un peu embêté. Aujourd'hui encore, Daoud. Merci, je suis un peu embêté. Dites-nous pourquoi. Je vais me permettre de sortir un secret de rédaction. Je pense qu'avec toi, on a eu à discuter. Je te disais que j'ai été voir le bureau du procureur parce que j'avais le cas d'une jeune fille tout à fait. Qui est encore en prison depuis 3 ans. La justice est en train de violer ses droits parce qu'elle est en prison. Elle ne peut pas faire 3 ans en prison sans jugement. Et là, je suis en train de suivre le dossier de près, de sorte à ce qu'on la juge ou on la libère. Qu'est-ce que cela appelle de notre part? La première chose que ça appelle, c'est que notre justice aujourd'hui, elle est malade. Dans son ensemble, hein, elle est malade. Malade de quoi? Quand je dis elle est malade, tout ce qui est procédure judiciaire, c'est lent. Naturellement, même d'abord, de base, c'est lent. On n'a pas assez de magistrats dans les différents cours de justice. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, ceux qui sont là même là, pour pouvoir donner des actes administratifs, c'est assez compliqué. Imaginez-vous maintenant, un temps soit peu, que les greffiers se mettent à faire la grève. Au vu de l'explication d'Élisée Boloumboe, mais si eux font la grève, le système déjà qui a maille, ou il y a, qu'on appelle ça, il y a un maillon qui ne marche pas assez bien,
Si eux, ils doivent venir faire la grève, ça devient très compliqué pour le système parce que le système va se bloquer. Or, ce que le ministre de la Justice expliquait, Le garde des Sceaux expliquait, c'est que c'est au cas où il y a grève. Il y a grève et qu'il n'y a personne. Moi, j'entends le point d'Herman, le service minimum. Mais le service minimum, Herman, je t'assure, à 400%, le système va s'enrayer. Ça sera compliqué. Pourquoi? Non, ça sera compliqué parce que, déjà, comme je l'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas assez de magistrats. Et on doit faire des jugements. Et que chaque jour en Côte d'Ivoire, il y a des jugements. Chaque jour en Côte d'Ivoire, il y a des jugements. Imaginez un temps soit peu. Dans peut-être 10 jours, 15 jours, les greffiers décident de faire grève. Donc, toutes les affaires qui sont en cours, tous les actes administratifs qui doivent sortir, rien ne sort parce qu'un groupe de fonctionnaires ont décidé de se mettre, de faire la grève. Vous comprenez la décision de prendre des greffiers ad hoc, comme moi, on les je le appelle? comprends en tout état de cause, je comprends et je l'entends. Au départ, en analysant le sujet, je me suis dit, oui, c'est pas mal, un service minimum. Mais on a vu que le service minimum dont parlait Gikawi aujourd'hui, mais dans les hôpitaux, il y a eu mort d'hommes. Il y a eu mort d'hommes parce qu'effectivement, il y a eu un service minimum. Mais quand on regarde le nombre de malades qui arrivent, qui affluent, même quand les médecins ils font pas de grève, déjà c'est compliqué. Moi, je pense que à certains moments, la gestion d'un État ne se fait pas dans les émotions. Parce que quand on regarde ce discours-là, on est à 11 mois d'une élection. Ne nous voilons pas la face. Quand est-ce que vous arrimez cela à l'élection présidentielle? Mais justement, vous allez comprendre pourquoi. 2025. Parce que depuis les années 1990 jusqu'à aujourd'hui, à chaque année électorale, c'est l'année où tout le monde veut mettre la pression au pouvoir public. Que ce soit les enseignants, que ce soit les greffiers, que ce soit les médecins. C'est là où chaque fois, tout le monde veut venir faire comment on appelle ça, déposer ses revendications, de sorte à dire, OK, il faut qu'on fasse la pression parce que là, tout le monde est en train de courir pour chercher des électeurs, ça et là, on veut satisfaire tout le monde, tout ça. Je pense que c'est pour cette raison justement que les gens ont mis en place ce qu'on appelle la trêve sociale, de sorte à ce que ça n'ait pas d'incidence. Moi, je pense en toute sincérité, et je comprends sincèrement le thème de greffier ad hoc. Si les greffiers veulent faire la grève, qu'ils fassent la grève, mais les greffiers ad hoc feront le travail. Pascal, quand on finit d'écouter tous nos amis justement sur la question, il disait qu'il a fait le point de situation, Herman qui a dit qu'il ne comprenait pas, Daouda qui est allé sur un exemple et qui a expliqué un peu. Vous, comment est-ce que vous réagissez? Selon vous, ont-ils, étant citoyens, travailleurs, le droit de revendiquer peut-être de bonnes conditions de travail, mais après, par derrière, il faut peut-être que le service puisse continuer? Votre réaction? Oui, je vous remercie. De prime abord, je suis contente que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, prenne l'initiative de ce projet de loi, qu'il le mette déjà sur la table. Pourquoi? Parce que, sauf avis contraire, je n'ai pas eu vent de frémissement ou de velléité de grève au sein du corps des greffiers, même si on sait que ça s'est déjà produit. Donc, bien sûr. cette capacité cette capacité à anticiper ce qui pourrait se passer, au regard de ce que Daouda vient de donner comme exemple, mais au regard même de revendications liées à leurs conditions de travail quotidiennes, je trouve que c'est une bonne initiative. Ceci dit, à l'issue du vote, il faut noter que il y en a 138 députés qui ont donné leur approbation à cette modification de ce projet de loi, et 66 sont opposés, et il y a eu une abstention. Ouais. Je vais avoir un regard panoramique, un regard qui va lui plutôt s'attarder sur ce qu'est la vitalité parlementaire finalement en Côte d'Ivoire, ce qu'est la vitalité de notre démocratie. Mais c'est ça la démocratie. On veut la démocratie, on la chante quand on est dans l'opposition, on la chante, il me semble, encore plus fort quand on est au pouvoir, mais enfin, il faut en accepter les règles, les conditions et les applications. La démocratie, c'est quand vous soumettez à l'image de cette proposition de loi à des députés votre projet, et que cette modification passe. Elle est passée. Donc, si on veut sortir des émotions comme le demande Daouda, à froid, elle est passée, elle va arriver au Sénat, elle va vivre sa vie... sa plus belle vie. Sa plus belle vie, enfin, je veux dire, son parcours parlementaire, son parcours dans nos deux chambres, et puis elle sera applicable. Il faut l'accepter, il faut le comprendre, parce qu'en démocratie, ce n'est pas ce que vous voulez qui l'emporte, c'est la loi du plus grand nombre qui l'emporte. Et ça se joue aux élections législatives. Quand on vous demande d'aller voter pour choisir votre député,
Ah, vous allez plus loin, jusque-là. Ah, je vais plus loin parce que c'est ça, c'est notre quotidien. Je suis contente qu'à l'ouverture des sessions parlementaires, on ait un sujet comme ça qui vient. Parce que ça se joue plus loin. Mais ça se joue aussi pour les citoyens dans beaucoup d'autres choses. Dans la gestion quotidienne de leur cité, il y a un pléthore de lois qui passent et dont vous êtes responsable. Pourquoi? Parce que vous avez désigné, vous avez voté pour un député, que ce député-là, il vous représente à l'Assemblée nationale. Et si vous n'avez pas de trottoir, et si vous n'avez pas de greffier, ou si vous en avez, etc., eh bien, ce député-là, il est chargé de faire en sorte que votre vie quotidienne, parce que c'est quand ça commence à toucher à la vie quotidienne qu'on se rend compte que le député, finalement, en fait, il influe sur votre quotidien. Mais pour revenir aux greffiers, à leur droit de grève, moi, je ne veux pas, je comprends qu'on puisse dire, vous avez le droit de faire grève, mais qu'on ne puisse pas accepter qu'il y ait des solutions palliatives à ce droit de grève quand il est exercé. Très bien, Pascal. Alors, Élisée, regardons un peu ce que pense le groupe parlementaire PDCI, et puis on va en débattre. Juste le temps de recevoir notre invité. Alors, ils disent que le corps de métier de greffier étant hautement qualifié, l'instauration d'une substitution de greffier par des greffiers ad hoc, en cas d'absence de greffier titulaire, est un recul important, très important dans la performance des juridictions. Parce que, selon eux, le greffier ad hoc n'a pas été formé à l'Institut national de formation judiciaire et le groupe parlementaire craint dans l'avenir que l'on introduise dans d'autres corps de métier des dispositions ad hoc, notamment médecins, magistrats et d'autres. Alors, selon eux, ils n'auraient pas été formés justement pour être greffiers. Vous dites, ils connaissent l'appareil, ils sont là, ils peuvent exercer. Réaction. OK. Moi, j'ai deux commentaires sur ce sujet. Premièrement, ce que je veux dire, il faut que ce soit très clair dans l'esprit de tous ceux qui nous regardent ce soir. À aucun moment, ce projet de loi ne dit qu'on remplace tous les greffiers par des greffiers ad hoc. Ça, il faut que déjà tout le monde comprenne ça. Il faut que ce soit ça clair dans l'esprit. Le gouvernement ne peut pas s'offrir le luxe de payer des salaires à des gens et les mettre au repos et puis recruter d'autres ne qu'il va encore payer parce que le greffier ad hoc qui vient pour la session, là, il ne vient pas, voilà, il vient pas pour vos bons offices, hein. Il ne vient pas en volontariat, il sera payé. Quel est l'intérêt pour le gouvernement de mettre les greffiers de côté, dûment ils sont formés, payés, bien sûr, et puis ils vont aller recruter d'autres personnes pour le faire. Mais c'est pour répondre, il faut avoir un peu quand même c'est-à-dire un peu de recul et puis un peu de jugement et d'analyse. On vous dit, je précise, que ce greffier ad hoc dont il est question n'interviendra que à la seule condition que soit le greffier qui devait être de permanence est en grève, c'est-à-dire est donc indisponible, ne peut le faire ou n'est pas disponible. C'est à la seule condition. Mais si au tribunal de San Pedro, on doit juger une affaire, que le greffier est là, pourquoi le magistrat ira chercher un greffier ad hoc? Donc le greffier ad hoc, là, son rôle commence quelque part. Je vais poursuivre dans l'analogie de ce que les uns et les autres sont en train de dire. Quand vous parlez d'enseignants volontaires, quand on parle d'enseignants bénévoles... Selon vous, sont des ad hoc aussi? Non, on va y arriver. Allons-y. Quand on parle d'enseignants volontaires ou d'enseignants bénévoles, à quelle occasion ils interviennent? C'est parce qu'il n'y a pas de personnel. Sinon, s'il y avait le personnel, ils n'allaient pas être là. C'est simplement ça. Et puis, il ne faut pas qu'on confonde. Les métiers n'ont pas la même pression sur l'État. Moi, j'ai du mal souvent quand on veut comparer, par exemple, le système sanitaire avec tout autre corps de métier. Mais attends, le système sanitaire, on est en train de parler de vie humaine. La vie humaine n'a pas de prix. Elle est incomparable à n'importe quel métier qui existe sur la planète. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous ne pouvez pas faire une comparaison dans ce sens-là. Il faut qu'on ait un peu il faut qu'on ait un peu d'humanité quand on essaie quand même de parler sur certains sujets. Donc, pour moi, j'estime honnêtement qu'il faut dépassionner le débat. Il faut dépassionner le débat. Parce que tous ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, demain, tu peux vouloir aller au tribunal et puis tu vas avoir ton affaire qui est inscrite dans un délai. Et puis c'est bloqué parce qu'il n'y a pas de magistrat, parce qu'il n'y a pas de greffier. Tu résous ça comment? Donc, je me dis que autant on a la capacité de pouvoir trouver des palliatifs pour régler un certain nombre de situations, on s'offre la possibilité de le faire. Et comme une loi n'est pas comment on appelle ça, n'est pas une parole d'évangile, ni une parole de courant, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui soit immuable. Demain, quand on va évoluer dans la société, si on se rend compte
que cette loi qu'on avait prise là n'est plus adaptée au fonctionnement de la société maintenant, revient à la on peut première. revenir. Très bien, Aujourd'hui, on a abrogé combien de lois depuis 1960? Très bien, Élisée. Alors, et puis on évolue. Donc, à un moment donné aussi, il faut qu'on puisse avoir un peu de recul et comprendre que... Herman, je sais que vous partagez le point du groupe parlementaire PDCI, mais regardons aussi un peu votre proposition de service minimum. Hein, on va regarder selon vous. Le service minimum, on l'a déjà dit. Bon, ça me surprend que les gens le recusent ici. Moi, je voulais revenir sur l'exemple que Pascal a donné. Hein. Elle a noté que depuis combien d'années quand même qu'on n'a pas entendu d'huissier, de greffier mener une grève. Ça veut dire que malgré cela, l'affaire, l'exemple dont Daouda parlait, l'affaire pas. Aujourd'hui, il y a des vacances judiciaires. Le blocage au niveau, je ne crois pas que ce soit une grève éventuelle de la greffe ou bien des greffiers qui pourrait bloquer le système judiciaire. Le système judiciaire, il est déjà en panne. Parce que vous comprenez avec moi qu'il y a aujourd'hui des personnes qui sont dans les géoles sans forcément connaître de procès et autres. Selon vous, tout le système, on parle de cet aspect-là seulement. Le système judiciaire aujourd'hui, on est d'accord que les délais même pour terminer une procédure, les délais aujourd'hui, on ne peut pas l'estimer concrètement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, à part des cas de flagrant délit où dans les 2 semaines, les procès se tiennent, tout ce qui est en instruction et autres, on sait comment est-ce que c'est mené là-bas. Souvent, tu vas... on va tous se confronter à la justice, hein, on cherche des services judiciaires, donc on va là-bas, on sait ce qui se passe. Donc ce n'est pas une grève éventuelle des greffiers qui pourrait bloquer le système. Ce qu'on dit, il ne faudrait pas laisser aux législateurs le droit de faire en sorte que les libertés ou bien le travail, la transparence qui devait être dans les procédures de justice, comment on appelle cette transparence-là se perd. Parce qu'on a dit tout à l'heure, Élisée a bien fait d'énumérer la mission du greffier. En quoi est-ce que le commissaire de justice qui vient momentanément être un substitut ou bien remplacer le greffier, en quoi est-ce qu'il a prêté serment pour ce service qu'il doit rendre? Mais en même temps, comment on fait justement pour... Excusez-moi, comment on fait justement, Herman, pour faire avancer les choses? Non. Ils ont droit de grève. Il faut que les procédures avancent. Et comme vous dites, en certains points, si cela est grippé, il faut que les procédures avancent. Et on a besoin de cette personne-là. Si elle n'est pas là, comment faire avancer? Le temps que les discussions avancent, comment faire avancer selon vous? Déjà, faisons en sorte que les greffiers, déjà, n'aient pas envie de faire de grève. Et si cela arrive? Mais je suis en train de dire, cela arrive, on est dans l'éventualité. Mais ce n'est pas parce que cela doit arriver qu'il faut trouver des personnes qui ne sont pas outillées pour le faire. Voilà. Pascal, votre point est ensuite... Non, mais l'essence même de la grève aussi, c'est de bloquer le système. Avant d'y arriver, j'aimerais quand même, de mon point de vue, je pense qu'on est tous emmenés à faire des actes qui sont délivrés par la justice de Côte d'Ivoire. Je pense que tout le système n'est pas en panne. Je peux me permettre de le dire. Il faut biaiser les propos. Parce que fort heureusement, j'y ai affaire, mais dans les proportions légales de son utilité. En tout cas, de mon expérience. Maintenant, la grève en elle-même, son but, c'est quoi? C'est de bloquer le système. Donc, de revendiquer un bien-être, oui, peut-être. Je veux dire, c'est de bonne guerre. Si pas de bloquer le système. Non, quand dans un environnement ou un autre, un corps de métier, une toute partie d'un corps de métier ou d'une organisation fait grève, c'est de revendiquer. Et la meilleure façon de se faire entendre, quand vous voulez prendre l'avion et puis qu'on vous dit qu'en fin d'année, il y a toutes les compagnies aériennes qui commencent à déposer des préavis de grève, c'est parce que les pilotes savent que c'est à ce moment-là, c'est dans les hautes saisons qu'on fait la grève dans le secteur aérien. Mais c'est pareil. Donc oui, c'est de bonne guerre si le but, c'est que le système, en tout cas à leur niveau, ne marche pas. Mais c'est de bonne guerre aussi, et je le disais tout à l'heure, qu'en face, l'employeur cherche les voies et moyens pour pallier aux insuffisances du système quand la grève arrive. Ceci dit, toute grève a un début et une fin. Les greffiers ce ne sont pas des gens totalement irresponsables, je veux bien le croire. Il y a un moment donné où on dépose un préavis de grève, le droit de grève est encadré. Et puis ensuite, on fait grève. Quand on fait grève, c'est pour un temps donné, c'est pour ouvrir parfois la voie à des discussions sur un sujet qui parfois est bloqué. Et ceci peut arriver. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas en faire toute une affaire d'État.
Si cette loi est passée, c'est démocratiquement qu'elle est passée. Et si l'État met en place des dispositifs pour quand Pallier, bien sûr. voilà, ça se produit, en espérant que d'abord tous les greffiers ne sont pas membres d'un même syndicat ou d'un même avis, ils peuvent ne pas tous décider de se mettre De en faire grève. grève. Alors, Daouda, votre point et on clôture Donc, sur le sujet. j'ai 2 points rapidement. Le premier point, c'est que il est important de noter que s'il y a une loi de grève contre Une loi de grève. une loi de grève contre Une loi de Une grève. loi de... Une loi portant modification du droit voilà, de grève. de grève, désolé. Non, c'est pas Pour les grave. greffiers, en fait, ils ne seront pas les seuls à ne pas avoir ce droit-là. La police ne peut pas faire grève, Bien sûr, gendarmerie c'est peut pas. constitutionnel. les sapeurs-pompiers ne peuvent pas, le corps médical, il y a certains corps qui ne peuvent pas. Les policiers et tout Les policiers ça, et ils tout ça. peuvent pas faire grève. Ouais. Donc, franchement, Ils ça sera pas- rejoignent quelque Voilà, ils vont chose qui rejoindre. existe Même déjà pour les certains magistrats corps. aussi n'ont pas ce droit-là. Bien sûr. Donc, Voilà, c'est pas tout bien près, grave, tout on près. va avancer. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que il est important, et le point que Pascal a soulevé est très important. C'est le lieu d'en appeler à la conscience citoyenne et civique de tous les Ivoiriens. Pour aller au vote, c'est ça? Il faut Pour aller au vote. faire- voilà. Parce que si cette loi est passée, c'est parce que pendant des années en Côte d'Ivoire, une certaine opposition en Côte d'Ivoire a passé son temps en train de boycotter Vous n'allez tout pas ce qui est... relancer le débat. sérieusement, c'est un fait. C'est un fait. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le dise? Ils ont passé tout leur temps à boycotter les élections. Donc, ils n'ont pas eu de députés. Donc, finalement, comme tu n'as pas de députés, c'est maintenant que tu as commencé à en avoir. Donc, à l'Assemblée nationale, c'est la loi. Ils ont voté. Et c'est ce que le président de l'Assemblée nationale a justement dit. Ils sont venus me voir, ils sont en droit de venir me voir, mais quand c'est coincé, qu'est-ce que je fais? Je soumets au vote. On a soumis au vote, ils ont perdu, on passe à autre chose. Ça a été Juste une toujours phrase. procédé comme ça. Juste Voilà. une phrase. Voilà. C'est Ça, vrai, ça, effectivement, la une loi va phrase. passer parce Oui. qu'aujourd'hui, on connaît la majorité dans les Parlement. 2 chambres, même du Parlement. Ce que je dis, la loi va passer. Mais n'empêche qu'on a aussi un droit de dire que cette loi-là va museler la liberté des greffiers, ça va bâillonner les greffiers, ça va bâillonner et créer un précédent dans Donc, le système il faut se judiciaire. battre. Maintenant, Daouda, permettez que je après, donne la parole. on ira participer au vote et autres, comme tout le monde appelle, pour pouvoir... Envoyer des candidatures. Pour voilà, qu'à la pour prochaine la législature, voilà. on verra bien si cette loi-là sera remise. Messieurs, dames, je suis bien obligé. Apprenez à appeler les gens à aller voter. Daouda, vous n'avez pas Je ne suis vraiment. pas Daouda, vous n'avez pas la de parole. l'opposition. Hein. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Et donc, Nous allons maintenant recevoir ici, Madame. Ici, tout de même, il faut noter que si ailleurs, rapidement, si ailleurs, il y a peut-être ici, il y a des collabos. Hein. Ah oui, S'il vous plaît, messieurs, tu s'il y vous plaît. ressembles beaucoup. Chantal Reine-Kadjo, qui est commissaire générale. Nous avons donc terminé avec ce sujet. Chantal Reine-Kadjo, commissaire générale du festival Abidjan Ciné Scratch. J'espère que j'ai bien prononcé. Oui, bien sûr. Abidjan Ciné Scratch. Abidjan Ciné Scratch, c'est donc la 3e édition qui aura lieu du 28 au 29 décembre. C'est le premier festival du cinéma art Au féminin. au féminin. Pourquoi cette précision? Enfin, il y a beaucoup de festivals ici à Abidjan, mais c'est le seul festival qui allie et l'art et le cinéma. Et l'art et le cinéma qui est géré par des femmes, c'est cela? Oui, bien sûr. Très bien. Herman, une question? Non, le cinéma Scratch. Pourquoi Scratch? Scratch, c'est une expression contextuelle qui a été choisie parce que pour moi, Scratch, c'est sortir de quelque chose. Donc, on porte en fait ces femmes qu'on sélectionne et qu'on accompagne avec le festival. Pascal? Oui, moi je suis ravie de vous recevoir. Je vois vos affiches dans la ville et je me disais, il y a ça aussi qui vient s'ajouter. Pour faire un clin d'œil à Daouda et à Herman, en vrai, si les politiciens nous laissent faire, ce pays roule très bien parce que il va très bien, ouais. oui, la pléthore, je suis heureuse de vous faire sourire ensemble, la pléthore d'activités, de festivals, de forums, de rencontres qui se passent. Et là, vous faites la part belle aux femmes. Ouais. Je ne veux même pas demander pourquoi, ça peut paraître évident, mais quand les femmes font du cinéma, qu'est-ce que ça donne? Quels sont les thèmes qui reviennent? Quand les femmes font du cinéma... Et à quel niveau, justement? C'est la réalisation, c'est l'écriture, c'est le jeu des acteurs, c'est quoi? D'accord. En fait, depuis bien longtemps, il a été constaté que les femmes étaient plus devant la caméra en tant qu'actrices. Donc là, avec le festival, on donne l'opportunité aux femmes d'être derrière la caméra, comme des techniciennes. Donc on touche à la production, à la réalisation, à l'écriture de scénarios, tous les métiers techniques, en fait, du cinéma. Du coup, nous sommes convaincus, moi je suis convaincue en tant que cinéaste qu'avec les femmes c'est l'excellence. Il y a beaucoup plus d'engouement, il y a beaucoup de détails qu'on essaie de suivre, il y a de bons résultats.
Une petite relance, Pascal. Oui, une petite relance. Est-ce que vous êtes comme moi, parfois choqué que de grands films qui parlent que de femmes soient réalisés par des hommes? Oui. Pourquoi? Oui, parce que je sais, on a mes consciences que les femmes sont capables de réaliser beaucoup de choses. Et après mon constat, je me suis dit, s'il n'y a que des hommes qui réalisent ou produisent des films où il n'y a que des femmes, pourquoi nous, les femmes, étant donné qu'on a le savoir, après, voilà. les hommes n'ont pas bloqué la voie aux femmes aussi. Voilà, justement, j'allais en venir. En fait, après un sondage... Vous ne savez rien. Laissez-la terminer. Voilà. Après un sondage, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient le talent, mais elles ne savaient pas qu'elles pouvaient même le faire. Ou bien soit tu as le talent, mais tu n'as pas vraiment les moyens à disposition. Ou la confiance en soi. Voilà, la confiance en soi, les moyens financiers, techniques et tout ça. Ouais. Élisée? Aujourd'hui, c'est quoi la réalité de la présence féminine dans le cinéma ivoirien? La réalité? Ouais, je vais dire que c'est quoi aujourd'hui? Vous avez des chiffres, quelque chose est-ce que comme ça? les femmes sont vraiment présentes dans le cinéma ivoirien et surtout dans le secteur que vous évoquez, le secteur que vous voulez faire connaître? Est-ce que les femmes sont présentes là? C'est quoi aujourd'hui au niveau, je veux dire, représentativité des femmes dans le cinéma Si ivoirien? vous avez des chiffres de femmes réalisatrices, techniciennes Je de n'ai son... pas de chiffres exacts, mais je sais que de plus en plus, les femmes sont mises en avant. On a une association des femmes du cinéma, l'AIFCA. On sait qu'il y a Yolande Bogui qui est la présidente, il y a Kadi Touré qui a sorti un film récemment, il y a Lynn Jabet qui a aussi sorti un film, il y a... Adrienne Couton voilà, qui a réalisé justement. 2-3 choses aussi. Voilà, Akissi Delta qui est là depuis Malika Ouattara voilà, qui a écrit pour Maquisard. On salue, oui. Donc, il y a Cacao aussi qui a été fait par Yolande Bogui. Il y a tellement de femmes qui ont du potentiel et qui n'avaient pas pu, en fait, s'exprimer jusque-là. Donc, à ce niveau-là, on continue de sortir avec les formations. On sent que tout le monde commence à s'intéresser à cela. Et il y a des films qui sortent. Mais on n'a pas un observatoire qui nous donne les statistiques très précisément? Bon, là, je n'ai pas envie de donner des chiffres. Non, non, pas vous, mais est-ce qu'il existe... Élisée, pas vraiment. Pour moi, pas vraiment. Élisée voulait faire une relance. Une petite relance. Avec tout ce qu'elle a cité comme réalisation et quand on voit le succès de tous ces films, je suis même surpris qu'on organise encore un No Sneeze Scratch à destination des femmes. Hein, je vois quand même que les femmes sont vraiment présentes. En tout cas, tout ce que vous avez cité, tout ça, est-ce que ce n'est pas un peu de trop, quelque part quand même, de vouloir faire encore un autre festival où on va mettre encore des femmes en avant? Non, il n'y a jamais assez, d'abord, ça c'est un. Et puis de deux, c'est la génération future qu'on porte actuellement. Okay. Il n'y a pas de femmes déjà réalisatrices ou bien productrices qui font partie de notre écurie. Celles qu'on sélectionne, ce sont des femmes qui ont du talent, qui sont soit étudiantes ou bien qui n'ont rien à voir vraiment, voilà, avec le cinéma. Donc, ce sont des femmes qu'on forme de base, voilà, et on choisit après avoir fait un pitch, tout simplement. Daouda, question? On a fait la première édition, je pense qu'on est à la troisième édition. C'est ça. Oui. Si vous devez pitcher, parce que vous avez parlé de pitch, convainquez-moi pour que je puisse participer à cette troisième édition. À quoi est-ce que je dois m'attendre? Un côté féminin, là, quoi. Oh, en fait, je ne peux pas parler sans que tu n'aies mixes dedans. Je sais que tu m'adores, ça prise l'obsession. Mais permets que je parle à la belle dame. Daouda, tout doucement. Merci beaucoup. Hein. Donc, si vous devez pitcher pour que je vienne avec ma femme, ma fille, à quoi est-ce que je dois m'attendre pour cette troisième édition? Bonsoir, Monsieur Daouda. Bonsoir, madame. Nous vous attendons ces 28 et 29 décembre à l'université Félix Houphouët-Boigny. Plus précisément vers le stade à l'Aquarium. On vous réserve beaucoup d'activités. Il y aura la cérémonie d'ouverture pour planter le décor. Ensuite, on aura un panel qui va parler de la formation, le leadership et la sécurité sociale des femmes dans l'industrie culturelle et créative. Il y aura plein d'animations, un village maquis et gastronomique. Nous aurons le ciné couché. Il y a l'affiche qui est diffusée actuellement. C'est un concept où, au lieu d'être sur des chaises comme au cinéma, nous avons des nappes et des coussins qui sont mis à disposition de nos différents visiteurs. Donc, pendant que vous regardez, vous êtes tout étendu, vous pouvez consommer votre popcorn et tout ça. Ça, je pense que c'est un concept qui peut intéresser des gens. Moi, j'ai une question importante sur le popcorn quand même. Oui. Pascal, permettez qu'il termine et puis vous avez la parole. Allez-y, justement. Voilà. Donc, il y a le ciné couché, il y a du live painting. On va permettre en fait à des gens qui ne sont pas quasiment peintres de pouvoir démontrer ou bien faire valoir leur talent artistique. En plus de cela, il y aura des concerts, il y aura des concours de danse et surtout des projections parce que le festival, c'est quelque chose qui rassemble en fait les films. Mais la plus grosse activité, c'est le grand casting.
lors de la première et de la deuxième édition, nous avons fait une projection nous avons fait un grand casting qui a permis en fait d'insérer des gens de la population qui s'intéressaient au cinéma. Donc on les a mis sur de très grandes productions qui ont eu lieu déjà. Donc avec Abidjan Ciné Scratch, vous pouvez, si vous avez une cousine, si vous avez votre femme, si vous-même vous êtes intéressé, en plus d'avoir l'aspect festif, l'aspect, disons, formation, vous avez encore la possibilité d'intégrer le monde du cinéma et aussi de voir beaucoup de partenaires d'entreprises. Je pense que le pitch est passé. Non, le pitch est passé, sauf qu'il y a eu un petit point, un petit bémol dans ma tête. Le petit bémol, c'est que vous avez dit le stade au niveau du campus. C'est ça, non, à l'aquarium, là? Si, oui, vers l'aquarium. Vers l'aquarium. Oui. C'est ciné couché. J'espère qu'on va faire, comment on appelle ça? Des moustiques. Comment on appelle ça? Démoustication. Démoustication, ça va se faire. Parce que dans ces herbes-là, non, tout est prévu. je vous assure, il y a plein de moustiques. On a compris, Daouda. Vous avez usage de ces herbes-là? Je voulais terminer avec vous, justement. Vraiment dire quelque chose, heureusement qu'elles sont revenues là-dessus. Ce n'est pas que les hommes leur font ombrage, mais seulement que elles ont envie de mieux s'exprimer, donc elles créent le festival, ça j'ai compris. Parce qu'à l'attaque, c'est comme si les femmes n'étaient pas portées, on les voit partout. En tout cas, moi je pense qu'on ne peut que vous féliciter, vous encourager. Vous-même, vous êtes une grande actrice, je vous ai suivi dans Maquisa, dans plein d'autres, jusqu'au bout, tout ça. Très bien, merci. Allez-y, pour terminer. Pour compléter ce qu'il a dit, on a permis en fait à des hommes qui étaient intéressés de participer aux formations. Même si on ne les avait pas sélectionnés pour les produire et tout ça. Mais on les a permis en fait de... Et vous faites très bien parce que le leadership n'a pas de genre. Le leadership masculin, féminin, tout le monde en a besoin. En tout cas, merci d'être venu. J'avais un petit challenge avec le ciné couché parce que manger couché, c'est un peu dangereux pour la santé. J'espère que... Sauf quand c'est des popcorn. Ils vont se relever, mais en tout cas, bravo. Non, c'est fini. Merci beaucoup, bravo. Merci beaucoup, madame. Madame Chantal Reine-Kadjo, bravo à vous. Merci Daouda. Vous êtes commissaire général du festival Abidjan Ciné Scratch. Oui. Et voilà, c'est la 3e édition du 28 au 29 décembre. Oui. Vous avez dit près de l'aquarium à l'université. Oui, près de l'aquarium. Bravo. Merci, madame. Et bon ciné couché à vous. Merci. Bon festival. Merci beaucoup. On se retrouve juste après pour parler de labellisation. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Parlons maintenant de propriété intellectuelle. Mais avant, nos amis sont toujours là. Pascal, Herman, Élisée, Daouda nous a rejoint en plateau. Monsieur Kofi Assandé, il est directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Alors, après donc le pain baoulé et récemment l'atchéké, 4 autres produits seront labellisés Made in Côte d'Ivoire. Il s'agit du riz de Danané, de la toile artisanale de Korogo, de la mangue quinte des savanes, par indication évidemment géographique, et le beurre de karité par la marque collective. Il est bon en tout cas de saluer cela. Et c'est avec vous, monsieur le directeur général. Mais avant de venir à ces produits-là, qui seront labellisés en 2025, regardons un peu le parcours de la labellisation de l'atchéké. Comment cela a été justement décrété? Comment ça s'est passé? C'est venu de quoi? Merci Mireille. Je voudrais, avant de commencer... Désolé, Christelle. Bien Mireille, mais c'est Christelle. Christelle. Avant de commencer, je voudrais dire merci aux responsables de Live TV qui nous font l'honneur de nous inviter sur ce plateau mythique. Merci. Le processus, je veux dire, de labellisation est un processus assez complexe, assez onéreux. Mais en Côte d'Ivoire, on a bénéficié du soutien, de l'accompagnement, non seulement du gouvernement, mais aussi des partenaires techniques, donc qui ont plus ou moins facilité la démarche. C'est un processus qui a commencé autour de 2016 avec on va dire la crise de l'atchéké face au atchéké. Le gouvernement a instruit l'OIPI à l'effet d'identifier l'ensemble des produits du terroir susceptibles d'être labellisés, donc y compris l'atchéké. Donc une étude préliminaire a été menée pour identifier une douzaine de produits à fort potentiel. Et donc c'est dans cette dynamique que nous avons pu conduire récemment le processus de labellisation des produits que vous venez de citer. Donc vous confirmez que c'est parce que, il y avait donc quelqu'un, un opérateur économique, qui avait nommé l'atchéké de son pays, enfin l'atchéké de notre pays, et que c'est cette affaire-là qui a déclenché le processus, c'est cela? Oui, ça peut être un élément déclencheur. Je pense que l'OIPI avait conscience qu'il fallait labelliser le produit du terroir, mais avec cette crise, entre guillemets, là, les choses sont allées un peu plus vite. Herman?
Ma question, d'abord, moi je félicite, parce que tout ce qui est produit du terroir, qu'on cherche à le labelliser, je félicite votre travail, parce qu'on sent quand même, on comprend un peu mieux la mission de l'OIPI depuis que vous êtes là. Merci. Est-ce, dans le cas de la ticket, est-ce sur le nom uniquement ou sur le produit lui-même? Ouais, bonne question. C'est ce qui a été protégé. Bon, je voulais préciser également que la ticket a eu 2 protections. OK. Nous avons conduit donc une première démarche qui a conduit à protéger la ticket des lagunes par le système des indications géographiques. OK. L'indication géographique, c'est un dispositif qui permet de rattacher la valeur d'un produit à sa zone géographique. De production. De production. Soit parce que cette zone a des caractéristiques particulières, soit parce qu'il y a un savoir-faire qui est spécifique aux acteurs de la Quand zone. on dit lagune, ça prend plusieurs peuples. Oui, lagune, c'est Abidjan, c'est Grand Laou, c'est Dabou, c'est Jacquesville. Et on le sait plus ou moins que la tiéké qu'on mange partout en Côte d'Ivoire provient initialement ou historiquement de cette zone-là. C'est ça. Donc, des études scientifiques ont démontré que la tiéké, la qualité de la tiéké produite dans cette zone-là est supérieure à celle de la tiéké produite dans les autres régions de la Côte d'Ivoire. Ça fait débat souvent, mais ce sont des résultats d'études scientifiques. C'est une réalité aussi. Voilà, exactement. Et donc, sur la base de ces résultats scientifiques, nous avons conduit la démarche pour pouvoir rattacher la qualité de la tiéké à son origine par rapport à un savoir-faire ancestral, culturel, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'indication géographique protégée. Ensuite, le débat, c'était pour l'État de Côte d'Ivoire d'empêcher que d'autres pays utilisent le mot atiéké pour désigner leur semoule de manioc. Puisque, par rapport à ce que Herman disait tout à l'heure, il était peut-être plus intéressant de protéger la technique. Mais en matière de propriété intellectuelle, à partir d'un certain moment, si vous n'avez pas protégé une technique, elle tombe dans le domaine du public, on ne peut plus protéger. Donc, ce qu'il fallait rattraper ici, c'était l'appellation atiéké, qui est Parce que la un technique élément... est vulgarisée, en fait. Est vulgarisée, exactement. Voilà. Donc, il fallait maintenant protéger le mot atiéké, qui est un élément de notre patrimoine culturel. Et c'est cette bataille-là que nous avons menée. Ça n'a pas été facile parce que, de la même manière, les experts ont considéré que la technique de production était devenue du domaine public. Ils estimaient aussi que le mot atiéké, parce que certains pays revendiquaient aussi le mot atiéké, donc il était impossible de protéger le mot, mais ça a été une grosse bataille et on a eu l'appui des autorités avec en première ligne le ministre du Commerce et de l'Industrie, le Dr Souleymane Diarra-Souba, grâce à qui nous avons pu obtenir l'appui de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui nous a délégué des experts avec qui on a fait un atelier national, des comités techniques restreints pour finalement arriver à enregistrer le mot atiéké par la marque collective. Donc à partir de ce moment-là, aucun autre État à travers le monde, sans autorisation de la Côte d'Ivoire, ne peut utiliser le mot atiéké pour désigner son produit. Juste pour éclairer nos lanternes, avant de donner la parole à Pascal, un ou deux éléments qui ont fait en sorte que la balance penche du côté de la Côte d'Ivoire, pour le nom. Oh, bon, on a aussi là, encore mobilisé aussi des travaux scientifiques, parce que je pense que dans ce domaine-là, les écrits, les travaux scientifiques font foi. Donc, des travaux qui ne sont pas forcément des travaux de chercheurs ivoiriens. Il y a des chercheurs africains, même français, qui ont écrit, qui ont démontré par A plus B que la tiéké vient de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est tous ces éléments qu'on a mis dans les discussions et qui ont permis d'avoir gain de cause. Que gagne la Côte d'Ivoire finalement? Beaucoup de choses. Au moins, ne serait-ce qu'au niveau, je vais dire, fierté. Voilà, le fait qu'on sache aujourd'hui que la Côte d'Ivoire peut revendiquer fièrement le mot atiéké, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis, au-delà de ça, la contrefaçon peut être combattue avec des armes, des armes juridiques. Si un pays se permet d'utiliser désormais le mot atiéké, l'État de Côte d'Ivoire peut porter plainte, saisir les instances qu'il faut pour empêcher. Et puis, par derrière aussi, on espère que tous les acteurs se mobilisant, le produit atiéké peut gagner en notoriété sur le marché, de telle sorte à rapporter davantage de revenus donc aux productrices, aux producteurs. Pascal? Oui, je saisis au bon la remarque de M. le directeur général de l'OIPI. Quand vous avez la chance de sortir de Côte d'Ivoire, c'est vrai que ça fait très mal au cœur de voir de la tiéké conditionnée et puis de voir made in un autre pays. Je dis, quand vous êtes ivoirien, vous vous demandez mais comment c'est possible qu'on ait de la tiéké qui n'est pas made in Côte d'Ivoire. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça ne tombe pas sous le sens que quelqu'un écrive atiéké et ne mette pas made in Côte d'Ivoire. Si on n'a pas protégé, cette personne a le droit. Donc, à partir de maintenant,
si on voit sur la planète de l'Atiéké, mais qui n'est pas made in Côte d'Ivoire, mais que c'est écrit Atiéké, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on risque? Je dis à plus large échelle. Qu'est-ce qu'on risque si on se fait appeler Atiéké? Pour le promoteur, par exemple. Oui. Oui, en fait, dès l'instant où on a enregistré le nom Atiéké, on a des droits. On est propriétaire exclusif de cette appellation-là. Et donc, il y a des structures de lutte contre la contrefaçon. Il y a la justice qui est là. Il y a, en Côte d'Ivoire, ici, on a le Comité national de lutte contre la contrefaçon au niveau des instances à l'OAPI, ainsi de suite. Donc, on peut saisir. Et puis, dans chaque pays où ce genre de situation peut se produire, on peut saisir les institutions. Mais pourvu qu'on protège le nom Atiéké dans ces États également. Ah. Si on part aux États-Unis, par exemple, on va dans un store, on constate que l'Atiéké est vendu et que c'est Atiéké du Ghana. Et que c'est bon, par exemple, Atiéké dans notre pays. Ouais. Il faut que l'Atiéké là-bas soit aussi protégé. Il faut que nous protégeons notre Atiéké aux États-Unis. Quand vous dites nous, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, voilà. Il faut que le mot Atiéké soit protégé dans le système de la propriété intellectuelle aux États-Unis pour qu'on ait la possibilité d'inster en justice contre la protection. Voilà, c'est nous, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des accords entre les différents offices dans le monde entier qui sont eux-mêmes couverts par l'OAPI. Enfin, au-dessus de l'OAPI, c'est l'OMP. Alors, est-ce que si on est couvert au niveau de l'OMP, on est réputé être couvert dans le monde entier? Oui, mais bon, la couverture ici, c'est l'acte qu'il faut poser en réalité. Pour bénéficier de cette couverture, il faut enregistrer. Il faut déposer votre marque. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Non, c'est le processus sur son cours. Il fallait qu'on ait l'enregistrement d'abord au niveau de l'OAPI avant de pouvoir faire l'enregistrement au niveau international. Et donc, je pense que nous avons engagé déjà la procédure. Donc, dans les mois à venir, on pourra avoir la protection au niveau des pays où il y a une forte communauté d'Ivoiriens ou d'Africains qui consomment l'Atiéké. Parce que ça a un coût également, donc on ne peut pas se permettre d'aller peut-être dans une zone où on ne connaît même pas l'Atiéké. Voilà, on a sélectionné les pays que je ne vais pas citer ici, mais voilà, où on sait qu'il y a une forte communauté africaine qui consomme donc l'Atiéké. Et donc dans ces pays-là, on va revendiquer les droits lorsque l'Atiéké sera protégé. Donc vigilance. Élysée? Ok. DG, en tout cas, bravo pour tout ce qui a été réalisé jusque-là. Moi, je suis intéressé de savoir quel est le processus de labellisation d'un produit. Je prends un exemple. Moi, aujourd'hui, avec un peu d'intelligence, j'arrive à réaliser quelque chose. Et je vois que ça intéresse beaucoup de personnes. Comment je fais pour que cela soit labellisé, soit protégé? Je ne sais pas, la certification, c'est vous, non? Non, c'est pas vous. C'est Codinum. Ah, ça, c'est Codinum. Voilà, la labellisation. Comment je fais? Comment je m'y prends, en fait? Bon, je vais peut-être préciser, avant de répondre à la question, parce que toute protection n'est pas labellisation. Ok, d'accord. Vous avez une marque. Vous vendez un produit à travers une marque. Vous pouvez enregistrer votre marque. Ça, c'est une protection classique. D'accord. Mais le mot labellisation est utilisé pour, si vous voulez, reconnaître la valeur d'un produit par rapport à une histoire, pour ce qui est des indications géographiques, ou bien la valeur d'un produit sur la base d'une entente entre des acteurs qui décident de donner telle qualité à leur produit. Donc, ça fait qu'il y a deux systèmes de labellisation dans le dispositif de la propriété intellectuelle. Il y a les indications géographiques que je viens d'expliquer, et puis il y a la marque collective. Nous avons utilisé les deux pour l'Atiéké, je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc, vous êtes par exemple originaire d'une région de la Côte d'Ivoire, vous estimez que vous avez un savoir-faire et donc qui conduit à un produit, et ce savoir-faire-là peut soit disparaître ou être exploité abusivement par d'autres peuples, alors vous pouvez nous contacter. C'est un processus qui est assez long, assez complexe, parce qu'il faut qu'on s'assure, pour ce qui est de l'indication géographique, il faut qu'on s'assure du lien entre le produit et le peuple. Voilà, le produit, exactement, la qualité du produit et le peuple. Donc ça peut être le terroir en termes d'espace géographique, le terroir en termes de culture, en termes de savoir-faire. Donc il faut qu'on arrive à faire d'abord ce lien-là. Une fois le lien est fait, on va chercher à délimiter, parce qu'il y a l'environnement. Donc on peut être peut-être juste 5 ou 6 villages dans une région qui ont cette pratique-là. Il faut pouvoir délimiter de façon précise la zone concernée. Ensuite, il faut organiser les acteurs pour qu'ils s'approprient le processus par la suite. Et après, écrire avec les acteurs un cahier de charges. Dans le cahier de charges, ils vont expliquer le processus de fabrication du produit en question. Et ce processus-là devient la norme que chaque acteur doit respecter pour pouvoir bénéficier de l'étiquette indication géographique sur son produit. Donc voilà un peu pour ne pas être trop long, la démarche contrôlée. Très bien. Donc tout le monde peut se rendre à l'OIPI pour avoir les informations. Bien sûr, bien sûr. C'est un service public, donc l'information est gratuite, mais la démarche a un coût. C'est ce que j'allais demander, qui paye et tout ça?
Pour le moment, c'est l'État qui paye, mais heureusement, avec ce qu'on a fait pour l'Atiéké, le café des montagnes de Mans et le pain baoulé, les acteurs commencent à comprendre l'intérêt de protéger, de labelliser leurs produits. Donc, les acteurs, je ne dirais pas privés, mais des groupements, coopératives et autres, commencent à s'organiser, à se structurer. Ils viennent nous voir. Il y a un groupement que je ne vais pas citer ici qui est allé chercher lui-même son financement pour qu'on puisse l'accompagner à labelliser son produit. Donc, je pense que nous sommes assez satisfaits de ce point de vue-là. On espère que ça va, parce qu'on a une quinzaine de produits qu'il faut labelliser, et donc ça a un coût. Donc, du coup, l'État seul ne peut pas soutenir. Daouda, et ensuite, on revient. Moi, j'aimerais juste revenir sur quelque chose qu'il a dit concernant la qualité supérieure de l'Atiéké ivoirien. Je voulais dire que c'est un fait, parce que pour avoir participé à un colloque sur l'Atiéké, il y avait des Chinois. J'ai été surpris de voir des Chinois dans la danse. Il y avait des Burkinabés, des Béninois. En fait, il y avait beaucoup de pays. Et au sorti les conclusions, c'est que l'Atiéké ivoirien, vu l'environnement, était meilleur que les autres Atiéké. Même en termes de goût, en termes de qualité. Vraiment, il y a eu beaucoup de paramètres qui sont en ligne de compte. Donc, on a le meilleur. Ils ont la même technicité que nous pour la production. Ils ont plus ou moins la même technicité que nous. Mais une chose est certaine, c'est que la densité de notre écosystème, en fait, fait que en fait, notre Atiéké a plus bon goût. C'est particulier. Mais quand on finit de dire tout ça, à quand la labellisation de la loco? Ah non, tout ne peut pas être labellisé. Ah ben si. Non, en fait, attendez, sinon, il y a plusieurs types de labels, peut-être pour dire comme ça. Oui, récemment, je crois il y a deux ou 3 jours ou une semaine, on a appris l'enregistrement de l'Atiéké au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Ça aussi, c'est une voie pour protéger un certain nombre de produits qui ne peuvent pas passer par la voie de la propriété intellectuelle. Donc la loco, c'est un mais. Et donc, dans notre dispositif, souvent, il est compliqué, pour le moment, de protéger des mets. Donc, le chemin le plus simple et rapide pour le moment, pour la loco et autre chose, ce sera d'utiliser la voie du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Et je pense qu'au niveau du ministère de la Culture, il y a des travaux dans ce sens-là qui sont assez avancés. Pascal ? Oui, je me posais la question du secret de fabrication, puisque vous avez besoin d'un cahier des charges, vous avez besoin de connaître les process de fabrication. Mais il y a ce qu'on appelle aussi les secrets de fabrication. On est tous là à se demander, par exemple, comment est fait une grande marque de soda ici depuis de nombreuses années, parce qu'on dit qu'ils ont un secret de fabrication. Si nos mamans, nos coopératives vous donnent tous leurs secrets de fabrication, est-ce qu'il y a un risque de divulgation qui fait d'ailleurs que demain, on peut avoir cette spécificité de l'Atiéké que retrouve Daouda quand il participe au colloque, ailleurs, si on a, pour peu qu'on ait le même climat? Oui, ça c'est une question qui revient souvent. On a 2 mécanismes de protection. Il y a la protection formelle, vous venez nous voir, vous déposez les éléments qui expliquent votre procédé, on vous aide à protéger. Vous pouvez décider volontairement de garder votre secret de fabrication. Ça aussi c'est une voie. Mais le risque est grand. Garder le secret de fabrication, c'est vous assurer qu'un collaborateur dans l'entreprise ne découvre pas ce secret-là pour aller le distiller ailleurs. Voilà. Et je comprends, je connais très bien, et je pense que c'est le cas qu'on utilise lorsqu'on participe à des séminaires au niveau national pour expliquer cette différence-là. La compagnie, le produit dont vous parlez tout à l'heure. Mais à côté, il y a un autre produit qui a utilisé la même stratégie, mais le lendemain, tout le monde a connu sa technique. C'est quel produit? Les post-it. Donc, quand ils ont fabriqué, ils ont voulu utiliser la stratégie du soda, l'entreprise de soda en question. Et le lendemain, quelqu'un allait acheter, ils ont détaché, ils ont scanné, ils ont vu le truc. Et puis, voilà, tout le monde a commencé à... Donc, il y a un petit risque. Un grand risque. Voilà. Il faut vous assurer des dispositifs pour conserver ce secret-là. Voilà. Pour la structure en question, il semble que comme on dit ça en chimie, la composition chimique du produit est séquencée. La formule, donc c'est une partie est gardée par X, Y ou Z de telle sorte que une seule personne ne puisse pas rassembler pour pouvoir fabriquer le produit. Bon, ça, c'est leur stratégie. Mais le risque est grand, mais c'est une technique aussi de protection qui existe dans notre milieu. Très bien. Alors, Herman, vous aurez la parole, mais juste un point. Si quelqu'un doit vendre l'Atiéké, par exemple, dans une autre partie territoire, hors les lagunes, est-ce qu'il faudra, si elle veut mettre une marque, est-ce qu'elle doit forcément mettre Atiéké des lagunes, ou si c'est en Côte d'Ivoire, où elle peut mettre simplement Atiéké?
Maintenant, certaines personnes, déjà je vois dans le chat, certaines disent, est-ce qu'on peut dire attiéké ou c'est attiéké? Finalement, c'est qu'est-ce qui est protégé? Les deux, attiéké et attiéké. Ce sont les deux qui sont protégés. Attiéké, c'est ce Bon, qu'on ben, on va appelle. mettre checké alors. Donc, Non, pas attiéké et attiéké. Attiéké et attiéké. Ça, c'est attiéké, c'est l'appellation de base, original. en fait. Voilà, C'est ça qu'on original. appelle Très bien. Non, mais on a protégé les deux pour éviter les discussions. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, Oui. si vous n'êtes pas dans la zone Des lagunes, par des exemple. lagunes, vous ne pouvez pas utiliser l'étiquette attiéké des lagunes parce que vous n'avez pas le savoir-faire de ce peuple-là pour fabriquer l'attiéké. Mais si vous fabriquez votre attiéké à Yamoussoukro, vous pouvez utiliser l'étiquette de la marque collective attiéké Ou attiéké. ou attiéké parce que là, vous fabriquez votre produit en Côte Et d'Ivoire. ça, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà. Très bien. Donc, Si vous êtes dans notre pays, vous devez mettre peut-être ce moule de Manioc, de XY, tapioca, de XY, ainsi de suite, mais pas attiéké. Je voulais savoir, quels sont les... C'est vrai que vous les avez évoqués. Quels sont les produits aujourd'hui qui restent à être labellisés, qui sont déjà dans le process de l'OIPI? Oui, je pense qu'à l'ouverture de la cérémonie, j'ai Les vu passer journées les images tout à l'heure, voilà, les journées ivoiriennes de la propriété intellectuelle de l'innovation. Le ministre du Commerce, Dr Suleiman, a annoncé la labellisation en 2025 de 4 nouveaux produits. Le riz Et, de- voilà, elle le les riz a de cités tout à Danané. l'heure. Le riz de... d'anané. Il semble qu'il faut qu'on dise riz d'anané, pas de danané. Le riz d'anané, il est Riz très bon. d'anané. Riz d'anané, Oui, parce on que me le bon, dit souvent. j'ai Riz expliqué un peu d'anané. l'histoire. Il nous expliquait. Hein. Il y a la toile de Korogo. Il y a La mangue. La mangue, Kent Kent. des savanes pour Pourquoi Kent, l'indication. justement? Pourquoi mangue C'est Kent? une qualité de mangue, oui, parce qu'il y a plusieurs variété, types, pardon. une variété, voilà. Il y a plusieurs types de mangue, mais cette qualité-là est spécifique et produite dans la zone des savanes. Ah, d'accord. Ça donne beaucoup plus de Et puis on a un caractéristiques. dernier produit. Et puis on a le beurre de karité, mais qu'on va labelliser avec la marque collective, parce que le beurre de karité est produit aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les Et pays limitrophes. l'étoile de Korogo, c'est quelque chose de particulier à la Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est pas dans le process? Si, je l'ai cité, la Ok, toile de d'accord, Korogo. très Les bien. 4 produits, la Le toile, pagne. le La pagne. toile Certains artisanale. l'appellent La toile artisanale. pagne, voilà. Le bien conçu, il est... Avant d'arriver au bien conçu, permettez C'est la question, c'est- je c'est dis, les ah, mets. et qui répond à ma question Le beurre que c'est un mets. Donc, la technique. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les dispositifs actuels, on ne protège pas Oh my God. les mets, en fait. C'est un peu compliqué. Donc, on peut passer par le système de l'UNESCO. Voilà, C'est- faut aller- Mais avec tout ce qui se passe, donc la labellisation, la reconnaissance par l'UNESCO, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à nos populations ivoiriennes? Elles devraient être fières de leurs produits et in fine, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? L'impact économique, c'est Non, quoi pour les, voilà, autres, c'est ça. les entrepreneurs? Je pense que c'est, comme je le disais tout à l'heure, j'ai une forme de fierté parce que le message passe de plus en plus, puisque des acteurs eux-mêmes s'organisent pour venir nous voir. L'activité qu'on vient de terminer aujourd'hui a permis de faire passer des acteurs venus de la France, du Cameroun, du Sénégal, qui ont une belle expérience dans ce domaine-là. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le produit, le poivre de Penja. Le poivre de Penja, c'est un Oui, produit camerounais. qui a été labellisé il y a 10 ans. Avant la labellisation, le produit se vendait à 2500 francs CFA le kilo, Oui. mais aujourd'hui, c'est 20 000 francs CFA. Multiplié par 10. Multiplié plus, par oui, voilà, ça. plus de 10, environ 10. Voilà. Ouais. Donc, vous voyez, et donc ça permet d'améliorer les conditions de vie. Et puis, le nombre de producteurs a été multiplié par 30, tel qu'il nous a expliqué C'est intéressant, avant-hier, ça. parce que ça crée de l'emploi, puisqu'il y a du revenu derrière. Donc, les jeunes, au lieu d'aller en ville, commencent à s'intéresser à... Et c'est une chaîne de valeur. Bien sûr. Il y a les pépiniéristes qui gagnent, il y a les producteurs qui vont gagner, il y a les commerçants, les transformateurs. Donc, du coup, c'est un écosystème qui est nourri chaîne de valeur. lorsque le label se développe et qu'il se consolide. Donc, c'est ce message-là qu'on passe à l'endroit des paysans, des producteurs, des artisans, pour qu'ils s'intéressent à la labellisation. Et puis, au-delà, vous savez, on a des groupes qui sont pas... On a des filières qui ne sont pas souvent assez structurées. Voilà, donc, on a besoin des structures publiques d'accompagnement pour soutenir les initiatives. On a besoin des collectivités territoriales pour soutenir ces initiatives, pour que dans toutes les régions, parce que l'ambition de l'OIPI, qui nous a été, si vous voulez, donnée par notre ministre de tutelle, c'est de labelliser par district au moins un produit à fort potentiel. Ah oui. Voilà, d'ici 2 ou 3 ans. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là, mais on a besoin vraiment de la collaboration des populations, des Oui, autorités. voilà, je voulais dire, c'est un appel que vous lancez à la population pour vous En 2025, ça fait venir vous soumettre Des des produits, produits, exactement. peut-être des trésors de nos terroirs région. que C'est vous ça. ne En l'espace de pourriez 2-3 ne ans, ça pas fera au voir. moins 2 pour la région, pour le district des montagnes. Hein, parce que le café, Oui. de, Oui, non, mais Non, on il y a- savait que vous alliez... le riz d'anané. Non, il y en a 3, parce qu'il y a l'huile rouge même qui est dans le... Ah bon? Bravo. Le
c'est montagne. Bravo. Alors justement, un mot, quand on parle de labellisation, ça attire tous les regards, surtout les trafiquants, ceux qui aiment faire le faux. Quelle disposition, justement? C'est le dispositif de lutte contre la contrefaçon. Mais le label, c'est un logo, une étiquette qu'on va apposer sur le produit. Aujourd'hui, avec la technologie, on essaie de construire les étiquettes de telle sorte qu'il y ait tous les outils de sécurité là-dessus. La traçabilité, ainsi de suite. Donc, vous pouvez scanner le logo et puis on va vous dire ce produit-là provient de tels outils. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est du faux. Mais ça ne suffit pas, c'est sûr. Ça ne suffit pas, c'est Après, clair. on va continuer à... Parce que les contrefacteurs en face vont développer des stratégies. Donc, il faudra aussi renforcer avec les acteurs les stratégies de défense de leurs droits acquis. En tout cas, un grand bravo. Est-ce qu'on peut applaudir en tout cas l'OIPI? Bravo DG pour le travail extraordinaire que vous faites. Vous positionnez notre pays à un certain niveau et je pense qu'influencer aussi par la culture et par ces différents aspects-là. Bravo à vous. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci pour tout le soutien. En tout cas, si vous avez besoin de communiquer sur vos activités, nous sommes, voilà, le plateau est ouvert. Merci beaucoup à Live TV pour cette opportunité. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. On va labelliser notre Christelle et le Grand Talk. Nous sommes là, on va examiner la faisabilité. Le talk est labellisé, non? Le Grand Talk est labellisé. On espère que vous avez déposé au moins la marque. Ok, en tout cas, M. Kofi Assandé, merci beaucoup. Vous êtes directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle OIPI et vous faites un travail formidable. Merci en tout cas et merci aussi pour tout le soutien que le ministre du Commerce vous apporte. Hein. C'est très important. Sinon, on peut avancer, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. En tout cas, bravo, bravo. Merci beaucoup. Pascal, Herman, Daouda, Élisée, merci d'être venus. C'est jeudi, nous sommes aujourd'hui jeudi 18 décembre. Les fêtes approchent à grands pas. Voilà, que Dieu nous garde. Bonne fête déjà d'avance à vous, même si on y arrivera. Et puis passez une excellente nuit. Que Dieu nous protège tous et toutes. Dieu nous garde. Au revoir.